Bonjour à tous. Aujourd'hui, le docteur Blacksin va faire une conférence sur le thème des urgences psychiatriques. You can get started, doctor. Great. Hello, everyone. I'm going to share my screen. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Perfect. Great. So today we're talking about psychiatric emergencies. I know that psychiatrists are hard to come by, even in a place like New York, but certainly in a place like Haiti. And I know that you, as general medicine doctors, are going to have to deal with a lot of psychiatric emergencies. So I wanted to talk specifically about emergencies today. Bon, je sais que les psychiatres ne sont pas monnaie courante. En fait, même à New York, on n'en a pas tellement et je sais que dans un endroit comme en Haïti, il n'y en a pas énormément non plus. Et c'est pourquoi j'aimerais vous parler des urgences psychiatriques. So I'm a psychiatrist, and this is what I'm called to deal with. We're going to talk about two more medical and more esoteric things initially. I'm going to be brief because what I really want to talk about is suicide and agitation, the more common things you're going to encounter. Bon, alors, je vais parler un peu de choses un peu plus ésotériques, mais pas pour très longtemps parce que j'aimerais me concentrer aujourd'hui sur le suicide et l'agitation. So we're going to talk briefly about neuroleptic malignant syndrome versus serotonin syndrome, and then again briefly about Stevens-Johnson and toxic epidermal necrolysis, TEN, but I'm going to spend more time on suicidality and agitation. Bon, alors, on va parler un peu du syndrome malin des neuroleptiques, à différencier du syndrome des sérotonines, mais aussi, on va parler des réactions cutanées, comme par exemple l'épidermolyse bulleuse toxique. Now, NMS, neuroleptic malignant syndrome, and serotonin syndrome are two common occurrences that happen often with psychiatric medications that other doctors are always very freaked out about. And they are very scary, but they happen pretty rarely. So let's overview what those things are. Bon, alors, le syndrome malin des neuroleptiques, ça vient c'est une réaction qu'on peut avoir à des médicaments qu'on utilise pour traiter les troubles de santé mentale. Et ils sont assez rares, mais quand ils se produisent, les médecins sont vraiment très énervés quand ils voient ça. So NMS is a clinical syndrome. So it's a collection of symptoms involving altered mental status, rigidity, fever, and dysautonomia, problems with heart rate, blood pressure, and respiratory rate. Alors, le fameux NMS, c'est vraiment un syndrome clinique. C'est une collecte de symptômes, une collection de symptômes qui va présenter, par exemple, avec un changement de l'état mental, de la rigidité, de la fièvre et de la dysautonomie. The mortality rate used to be very, very high, mostly because providers didn't recognize the syndrome when they saw it in patients. And what you don't diagnose, what you don't think about, you're not going to diagnose. So since education about NMS has become better, the mortality rate has fallen dramatically. Bon. Alors, le taux de mortalité pour NMS était assez élevé autrefois parce que, tout simplement, ça arrivait jusqu'à 76 %, mais c'est parce que les médecins, en tout cas les professionnels de la santé ne connaissaient pas ça. Et puis, ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas le diagnostiquer. Mais depuis les années 60, le taux de mortalité du NMS est tombé de 10 à 20 %. A neuroleptic is a medication that affects neurons of all kinds, both central neurons and peripheral neurons.
So NMS occurs with all antipsychotic use, but also other kinds of medications like Zofran that address nausea. Alors, cette maladie-là peut se produire avec tous les médicaments antipsychotiques, tout ce qui affecte les neurones, et puis aussi avec des antiémétiques, comme par exemple le Zofran. Usually occurs in young people, very unclear why, and right at the beginning of antipsychotic use, especially when antipsychotics are used at high doses, which is why it's so important if you use these medicines to start at a low dose. But it can happen to anybody at any time on any dose of antipsychotics. Bon, alors, ce syndrome-là se produit le plus souvent chez les jeunes personnes pendant les 2 premières semaines de l'utilisation d'un antipsychotique et aussi à des doses plus élevées, mais vraiment, ça peut se produire, ça peut arriver à tout patient et à tout moment, sur n'importe quelle dose. It's unclear why it happens. You would think because antipsychotics work on suppressing dopamine, that it would have something to do with that. So that's the hypothesis, but it's not entirely clear. Bon, alors, on ne sait pas vraiment pourquoi ça se produit. On sait on pense que c'est peut-être à cause parce que ça bloque un récepteur dans l'hypothalamus. So unlike in a lot of syndromes, patients almost 100% of the time do present with the classic 4 symptoms of NMS, which is altered mental status, rigidity, their muscles are extremely rigid, fever, and alterations in their vital signs. Bon, alors, les symptômes cliniques se développent sur une période d'1 à 3 jours et ça se produit sur presque 100% des patients. So almost anything can cause altered mental status, as I've discussed in prior lectures. But rigidity is an unusual symptom, which is why it's so important to do a good neuro exam. And the rigidity you're going to see is lead pipe rigidity. People are extremely hard to move. When you try and move their arm, it's like a lead pipe, which is why it's called lead pipe rigidity. It's extremely, extremely, extremely stiff. Bon, alors, la rigidité, c'est quelque chose qui est un peu inhabituel et on n'y pense pas tout le temps, mais les personnes qui en souffrent sont tellement raides que si on essaie de bouger leurs bras, c'est comme si on essayait de soulever un tuyau de plomb. C'est pour ça qu'on l'appelle lead pipe rigidity. And very high fever is also commonly seen. Et on voit aussi très communément des fièvres assez élevées. Labs are not very helpful. So this is a clinical, you have to diagnose this from a clinical suspicion and a good history. Les examens de laboratoire ne sont pas très spécifiques, ils n'apportent pas vraiment d'aide, alors c'est pourquoi il faut se concentrer sur les autres symptômes, les autres examens. Serotonin syndrome is kind of like a baby NMS. It's extremely similar to NMS. When you take the psychiatric boards, but I think possibly also when you take the medical boards, they ask questions about differentiation between the two. And there are technically things that separate the two, but from a clinical standpoint, it doesn't matter. They're treated very similarly. They're very similar presentations caused by very similar problems, except serotonin syndrome can often be caused by too much antidepressant and other medications that affect serotonin rather than antipsychotics that affect dopamine. Bon, alors, en ce qui concerne le syndrome de la sérotonine, ça va être provoqué par les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. C'est un syndrome
on va trouver des signes cliniques qui peuvent être bénins et aller jusqu'à jusqu'à la mort. Et puis, ça provient d'une trop grande quantité d'inhibiteurs sélectifs de la récapture de sérotonine. As you may know, it's not just antidepressants or antiemetics that increase serotonin in the brain. Many, many, many different kinds of medications do that. So if anything, you have to be more suspicious of more medicines when it comes to serotonin syndrome. Bon, alors, en ce qui concerne le syndrome de la sérotonine, ce ne sont pas que les antidépresseurs qui peuvent provoquer ça. Il y a plusieurs médicaments qui peuvent avoir cet effet-là. Donc, il faut vraiment examiner tous les médicaments que le patient prend. So, how do you treat both of these syndromes? There isn't actually specific treatment, it's symptomatic management. Alors, pour traiter ça, il n'y a pas vraiment un traitement spécifique. Il faut vraiment y aller par symptômes. And supportive care. So, you want to undo whatever you think might be causing this problem. So the cause of the problem is medications. So you want to basically stop practically everything that the patient is taking. And you want to support them symptomatically. Dantrolene is a muscle relaxant that might help for the rigidity. Benzodiazepines tend to relax people. It's a very non-specific treatment. Alors, le traitement est non spécifique. Bon, alors, on sait que ce problème-là est causé par des médicaments. Donc, le traitement, c'est de la cessation du médicament qui cause le problème et aussi des soins de soutien, comme par exemple, si une personne éprouve de la rigidité, on va lui donner un médicament qui va soulager ça, comme la dantroline, par exemple. Et puis, il y a d'autres médicaments comme la bromocriptine et la matandine qu'on peut ajouter. Et c'est ce qu'on fait, c'est qu'on trouve l'agent qui le cause, on l'arrête et puis on traite les symptômes avec les médicaments appropriés. You would think, because NMS in particular is a problem with too little dopamine, that if you increase dopamine, it might help this problem. So bromocriptine and amantadine are two medications often given for Parkinson's disease that help to agonize dopamine in the central nervous system. The fact is, there's no data behind any of this. This is what you're taught in medical school, so it's what everybody does. And because if untreated, these problems have a very high mortality, doctors tend to throw the kitchen sink at these patients. But fundamentally, there's no cure. It's just symptomatic management. Bon, alors on a ce qu'on vous enseigne à l'école de médecine, c'est vraiment d'utiliser beaucoup de médicaments. Seulement, il n'y a pas vraiment de données qui appuient ce qu'on utilise présentement. Mais la réalité de la chose, c'est qu'on y va par symptômes, tout simplement, on soulage les symptômes. Hold on. Let's move on to the next emergency. Stevens-Johnson and TEN, toxic epidermal necrolysis. Bon, alors, le syndrome de Stevens-Johnson et ce qu'on appelle TMS, c'est la nécrolyse épidermale toxique, qui est l'épidermolyse bulleuse toxique. Okay. Both of these syndromes, like the two we just discussed, are extremely similar. It's basically Stevens-Johnson is a more mild form of
TEN. Bon, alors le syndrome de Stevens-Johnson et l'épidermolyse bulleuse toxique sont très similaires, sauf que Stevens-Johnson est une forme beaucoup moins sévère. Both of them are life-threatening rashes. Les deux sont des éruptions cutanées qui vraiment sont un danger pour la vie du patient. I've never seen serotonin syndrome, but I have seen Stevens-Johnson in a patient, and it was very scary because her essentially her skin fell off. And what's notable about these rashes, as opposed to a lot of the other rashes you see in medicine, is that the rash affects the mucous membranes in addition to the other skin. So that would be mouth and the genital region. Bon, alors, j'ai déjà vu une patiente avec ce problème-là et honnêtement, ça fait peur parce que ce que j'avais vu, c'est que la patiente, sa peau se détachait et ça affecte non seulement la peau, mais aussi les muqueuses, alors la bouche et puis les régions génitales. C'est assez impressionnant à voir. It's not uncommon. It's more likely to occur in women, and it occurs across the lifespan, so from children all the way up to adults. Bon, c'est plus fréquent chez les femmes et puis ça peut se produire à tout âge. You may hear my child in the background. I had to lock him out of the room, so he's not. Poor baby. Sorry. Oh. So Stevens-Johnson and TEN also have a very high mortality, in part because they're so severe, because you can get like a full body rash. There's a lot of complications to that, namely infection and dehydration. But the risk of the risk of higher morbidity and mortality increases even after the rash resolves. Alors, la mortalité qui est due à ces problèmes-là de Stevens-Johnson et d'épidermolyse bulleuse toxique va de 10 à 50% et le taux de mortalité continue à augmenter jusqu'à, même quand l'éruption cutanée est terminée, ça peut durer jusqu'à 1 an après l'apparition de cette maladie-là. Like with NMS and serotonin syndrome, medications are the most frequent trigger of Stevens-Johnson, especially anti-epileptic drugs like Tegretol, carbamazepine, and lamotrigine in particular. Alors, dans ce cas-là, encore une fois, ce sont les médicaments qui sont le déclencheur le plus fréquent. The case I saw was triggered by Tegretol, carbamazepine. Oh, et le cas que j'avais vu avait été causé par la carbamazepine. It's most likely to happen in the first part of treatment and with high doses of medicine, which is why, for example, if you've ever prescribed lamotrigine, we start at a very low dose and increase very slowly. Oh, alors, c'est lorsqu'on doit utiliser un de ces médicaments-là, on commence à une dose très, très faible et on augmente graduellement. But even though most cases are caused by medicine, about a third of cases are not, and it's unclear why they happen. Bon, bien que la majorité des cas soient causés par la médication, il y a environ 1/3 des cas qui ne le sont pas et on ne sait pas exactement, on n'en connaît pas vraiment la cause dans ces cas-là.
So rashes, even drug-related rashes, are very common, as you know. But there's a difference between a benign rash and a malignant rash. Malignant rash is the kind you see in Stevens-Johnson. Alors, les éruptions cutanées sont communes. Ça commence sur le visage et sur le thorax et ensuite ça s'étend de manière symétrique au cuir chevelu, aux paumes des mains, au dessous des pieds. Benign rashes tend to develop and then get better over time. They don't tend to occur on places like the palms and the soles or the mucous membranes, and they're not associated with systemic symptoms like fever. Bon, alors les éruptions bénignes ont tendance à partir avec le temps et d'habitude, ça ne se répand pas comme sous les pieds et dans les palmes, la paume de la main. Malignant rashes are the opposite. They tend to be associated with pain. They develop and then get worse rather than better. And they tend to be associated with things like fever, myalgias, arthralgias. Bon, alors les éruptions malignes, quant à elles, sont plutôt différentes. Elles vont présenter aussi, vont causer de la douleur et de la fièvre. Here are some gross pictures of Stevens-Johnson. You see the skin is sloughing off. You see that the rash is happening. This is either the axilla or it's the groin, and it's quite diffuse. Bon, alors ici, on voit, il y en a des photos qui sont assez, disons, impressionnantes. On voit que la peau se détache et on voit que l'éruption est diffuse et habituellement, on va la retrouver à l'aisselle et à l'aine. Another illustration of the skin essentially falling off, dying and falling off a patient. Alors ici, on va voir que la peau se détache et qu'elle tombe. So this disease has a high mortality, essentially because patients are like burn patients, and they get easily infected and dehydrated. Okay, you see that the patients are errant? It has a high mortality rate because the patients are like burn patients. So they tend to get infected and then dehydrate. Okay. Alors, le taux de mortalité pour cette maladie-là est assez élevé parce que les patients sont comme des grands brûlés. Ils vont facilement s'infecter, puis ils sont aussi déshydratés. So again, there is no specific treatment for Stevens-Johnson. It's supportive care, very similar to the way that you would treat a burn patient. You stop the medications that may be causing the problem, and you make sure that the patient is not getting infected and staying hydrated. Bon, alors, encore une fois, il n'y a pas un traitement spécifique. Il faut les traiter un peu comme on le ferait des grains brûlés, les garder hydratés et s'assurer qu'ils ne s'infecteront pas. Yeah, there's no treatment. It's supportive. Alors, il s'agit d'un traitement de soutien. On enlève le médicament qui est la cause de la maladie et on soigne les symptômes cutanés. Okay. So I'd like to spend the rest of the lecture on suicide and agitation, which is actually more likely what you guys are going to see, definitely much more what I see. Suicide is a tremendous worldwide problem. I just read that the United States suicide rate went up 20% over the last several decades, and over 750,000 people around the world die by suicide every year. Bon, alors j'aimerais
continuer le reste de la conférence d'aujourd'hui sur l'agitation et la suicidalité. Je viens de lire qu'au cours des dernières décennies, le taux de suicide aux États-Unis a augmenté de 20 et à travers le monde, on voit 3/4 million de personnes qui se suicident à chaque année. Hein? C'est beaucoup. In the United States, where we have, as you know, a tremendous gun problem, people are more likely to kill themselves by guns. But in other parts of the world where guns are less, people have less access to guns, they're more likely to ingest pesticides or herbicides or hang themselves. Alors, on voit que à l'échelle mondiale, le suicide est la 14e cause de mortalité. Et bon, aux États-Unis, ça arrive souvent plus par arme à feu, mais ça peut être aussi par empoisonnement, pendaison. Ce sont les méthodes les plus communes. The bad news is that most people who suicide do not see a psychiatrist. But I guess the good news is that most people who suicide do see some kind of doctor within the year before they kill themselves. So, so you guys are more frontline than me in regard to preventing suicide. Bon, alors, malheureusement, il y a seulement 30% des personnes qui se sont suicidées qui ont vu un psychiatre dans l'année précédant leur décès. Mais 80% d'entre eux ont vu un médecin, exemple un médecin de famille, un médecin de première ligne, dans l'année précédant leur décès. More bad news. Doctors in general, psychiatrists as well as primary care doctors are very bad at predicting suicide. Malheureusement, les médecins ne sont pas très doués pour prédire les suicides. Suicidal thinking and suicidal activity is very common. Alors, les pensées suicidaires. Okay, so you said suicidal thinking and suicidal actions. OK. Alors, les pensées suicidaires et les actions suicidaires, ce sont des activités, si l'on peut dire, très communes. About 10% of people around the world over the course of their lifetime at least think about suicide. Alors, à l'échelle mondiale, il y a environ 10% de la population qui pense au suicide pendant leur vie. And yet, one thought about why the suicide rate is so high is that suicide, particularly in very Catholic countries, is a taboo subject to discuss. So although people suffer with suicidal thinking, they're afraid to tell anybody that they're having this problem. Alors, les gens ne sont pas très portés à parler de leurs pensées suicidaires, particulièrement dans des pays très catholiques, parce que c'est un sujet tabou. Alors, c'est assez difficile de se rendre compte qu'une personne a des pensées suicidaires lorsque la personne n'en parle pas. So although it's hard to predict who is going to commit suicide, there clearly are risk factors. And the most important risk factor, like the one thing you should take away from this talk, is that if someone has a history of a prior suicide attempt, they are grossly more likely to commit suicide, 100 times more likely than people who have not had a suicide attempt. Bon, alors, c'est très difficile de prédire si une personne va se suicider. Mais ce que je veux que vous retiriez de cette
conférence aujourd'hui, c'est que lorsqu'une personne a fait déjà une fois une tentative de suicide, les risques qu'elle se suicide à un moment donné sont extrêmement élevés. So if you take anything away from this talk, the one thing that you should change about your practice, if you don't do this already, is to ask people if they've ever had a suicide attempt before. Alors, une chose la plus importante à retenir, si vous ne le faites pas déjà dans votre pratique, demandez à vos patients, est-ce que vous avez déjà fait une tentative de suicide? Asking about suicide, suicidal thoughts, or suicidal attempts does not increase someone's risk of suicide. So just because you ask, you are not sort of giving them an idea that they've never had before, right? There's no data to suggest that. Bon, le fait de demander à quelqu'un s'ils ont des pensées suicidaires ou s'ils ont déjà tenté de se suicider, ça ne va pas leur en donner l'idée et ça ne va pas leur suggérer de le faire. Il n'y a aucune donnée qui prouve ça. This is such an important point. I'm going to say it again. One of the golden rules in psychiatry is that past behavior is the best predictor of future behavior. So none of us know what the future holds, but people tend to be kind of predictable. Past behavior is the best indication that their future behavior will mimic the past. Alors, une des règles que l'on utilise en psychiatrie, c'est que les comportements passés sont les meilleurs prédicteurs des comportements futurs. Alors, si une personne a déjà fait une tentative de suicide, les chances sont très élevées qu'elle va le refaire à l'avenir. So I don't know who's going to rob a bank, but if I had to guess, I would say people who have robbed a bank in the past are more likely to rob a bank in the future. People who have had a psychotic episode in the past are more likely to have a psychotic episode in the future. And people who tried killing themselves in the past are more likely to try killing themselves again in the future. Bon, alors pour illustrer cette règle, je vous dirais que personne ne sait qui va cambrioler la banque, mais une personne qui l'a déjà fait, on peut penser qu'elle va le refaire. Et une personne qui a déjà fait une tentative de suicide dans le passé, c'est plus probable qu'elle va refaire une tentative à l'avenir. There are other risk factors. A lot of them are pretty obvious. Psychiatric illness is one of them. So if you have particularly a severe psychiatric illness, like a psychotic illness or a very severe depression, you're more likely to be at high risk for suicide. Bon, les gens qui ont des maladies mentales sont à un risque plus élevé de commettre le suicide, des gens qui ont des très graves dépressions ou bien des troubles psychotiques. I should point out substance abuse also puts people at high risk of suicide for a lot of reasons. Substance abuse is associated with other kinds of psychiatric illness, but also because substance abuse makes people disinhibited. So they're more likely to act on their impulses if people are either intoxicated or withdrawing from substances. Aussi, les abus de drogue, parce qu'ils enlèvent les inhibitions, peuvent aussi conduire au suicide. Other risk factors, people who are sick, who are in pain, who are lonely, people whose brains are not functioning the way that they normally do, like people with brain injuries. A family history of suicide is also important. Alors, les gens seuls, les gens qui sont malades, les gens qui ont des douleurs chroniques, les gens qui n'ont aucun espoir, ou par exemple, qui ont perdu un être cher
au moment récemment ou bien à l'anniversaire du décès de cette personne-là. Et puis aussi, lorsqu'il y a un historique familial de suicide, ce sont des facteurs de risque. Again, you should ask about suicidal thinking and suicidal activity in your patients. You're not suggesting an idea to them. They want to be able to talk about it in a non-judgmental way. Alors, les patients qui ont des pensées suicidaires vont l'avouer lorsqu'on leur pose la question. Et encore une fois, il n'y a aucune donnée qui soutient la crainte qu'on a que si on pose la question au patient en lui demandant s'il y a des idées suicidaires, que ça va l'encourager à suicider. Ce n'est pas le cas. So what's the treatment for suicidal thinking? It's mostly being aware that it's there and being able to educate people about it, right? Many people do have suicidal thoughts, don't go on to hurt themselves. I'll stop there. Alors, comment traiter la suicidalité? Bon, alors, il y a l'éducation, puis on implique aussi les proches et on restreint l'accès à des objets qui pourraient qui pourraient aider la personne à se suicider. Il faut aussi identifier les signes et éviter les déclencheurs. As much as possible, you want to try and involve family members and community members to support the individual when they are feeling vulnerable to suicide. And you want to create as much support as possible around that person. Alors, ce qu'on fait pour traiter la suicidalité, c'est qu'on va impliquer la famille et la communauté quand le patient est plus vulnérable, puis on va créer un soutien, un réseau de soutien autour de ce patient-là. If someone is having co-occurring psychiatric problems, you want to treat those as much as you can. If they're depressed, you treat with an antidepressant. If they're psychotic, you treat with an antipsychotic. Alors, quand les gens ont des maladies mentales, on doit traiter ça. Si la personne si c'est une dépression, on traite avec un antidépresseur, et si c'est une maladie, c'est une psychose, on traite avec des antipsychotiques. And you want to be proactive and create a safety plan. When you are feeling suicidal, monsieur, what should you do? Who can you call? What can you do to feel better? Who should be notified, whether it's a doctor or a friend? And how can your friends help you when you're feeling that way? Alors, il faut aussi être proactif et créer un plan. Par exemple, vous allez dire, à votre patient, si c'est un homme, alors, monsieur, qui pouvez-vous appeler quand vous vous sentez suicidaire? Et aussi trouver des façons de faire pour que la personne se sente mieux. So this is an example of a safety plan. You can download this from the internet. And it gives people an actual roadmap. You can print it out on a piece of paper, an actual roadmap of what to do when they are feeling suicidal. Alors ici, on a un modèle qui est un plan de sécurité pour les adultes qui ont des pensées suicidaires. Vous pouvez le télécharger et l'imprimer. I like this safety plan because it's low tech. It doesn't involve fancy medicines or fancy interventions. It involves things like talking with family, taking a walk,
breathing deeply, things that anyone can do anywhere. Alors, j'aime beaucoup ce plan-là parce que ce n'est pas la, la grosse technologie, c'est très simple, ce sont des choses que l'on peut faire assez facilement. C'est facile à comprendre et facile à mettre sur pied. Okay, violence and agitation. This is a fun one because it's the one that happens most commonly. Alors, la violence et l'agitation, ça, c'est le plus intéressant parce que c'est ce que l'on voit le plus communément. So the most important part of controlling violence is you and the way that you interact with the violent scenario. Alors, ce qui est la partie la plus importante, c'est comment vous, le médecin, vous réagissez en face de ces scénarios-là. And you're going to verbally de-escalate. And here are some ways to do that. Alors, vous allez faire une déescalation verbale et voici comment vous allez procéder pour faire ça. Regardless of what's going on, whether the person is psychotic or whether they feel like they have gotten bad care and they're very angry, or whether they are really distressed because they are full of grief, we treat all those people the same way. Bon, alors, peu importe si les gens sont, disons, fâchés et qui pensent qu'ils n'ont pas été bien soignés, vous allez toujours traiter traiter ça de la même façon. When you are distressed, you don't want people in your face, right? So when others in the hospital are distressed, you want to give them some room so they feel comfortable and safe, and so you are safe. Bon, alors quand on est en détresse, qu'on est fâché et agité, on n'a pas envie d'argumenter. Alors, vous allez... all right, so what did you say we do? You want to give the individual space. So you want to not get too close to them. You want to give them the opportunity to feel that they are not being physically attacked, and so that you have some space as well, so you are safe. OK. Alors, on doit donner de l'espace à la personne de sorte que la personne ne se sentira pas, disons, attaquée, qu'elle va se sentir en sécurité et en même temps, ça vous donne à vous, le médecin qui intervient, vous êtes aussi, ça vous donne aussi une certaine sécurité parce que vous avez laissé une distance. You want to be kind and you want to be calm, right? You don't want to make the other person more angry. So in order to do that, you should use a calm voice. You should use simple language, like you're talking to a baby. Alors, il faut demeurer calme. Il faut être gentil et utiliser un langage très simple, comme si on parlait à un très jeune enfant. And when you think about it, people who are upset or psychotic or delirious, their frontal lobes, the higher functioning areas of their brain, are not working correctly, right? So they're using their more primitive, the more primitive areas of their brain. So their cognitive ability is less than usual. Bon, alors, quand les personnes sont violentes et agitées, leur lobe frontal ne fonctionne pas comme d'habitude et c'est plutôt la partie plus primitive de leur cerveau qui prend le dessus. Alors, la personne, sa cognition ne sera pas, disons, aussi présente ou aussi efficace que normalement. You want to align with your patient. So you want to ask them what they want,
And then you want to restate what it is that they want and what it is that they're feeling. I see that you are angry because the nurse didn't get you your medications on time. Bon, alors, on écoute et on répète. Par exemple, on va dire, bon, voyons si je vous ai bien compris. Alors, vous êtes fâché parce que l'infirmière ne vous a pas donné votre médicament. You want to agree with what you can. Now, patients can be very unreasonable, I know. They want crazy things, right? People are bleeding out from a terrible wound and they want to leave the hospital. And you can't agree to that. But there are lots of things you can agree with. You can agree that they want to be comfortable and you want to make them comfortable. You can agree that they are in pain and you'd like to treat that. You can agree that they are missing their families and you can try and get their families more involved. So agree with what you can. Alors, concédez ce que vous pouvez. Par exemple, bon, je sais que les patients sont parfois très déraisonnables. Ils peuvent avoir une blessure grave puis ils veulent quitter l'hôpital. Ça, vous ne pouvez pas le concéder, vous ne pouvez pas le permettre. Cependant, vous pouvez concéder que oui, vous avez de la douleur, oui, votre famille vous manque, oui, vous voulez quitter l'hôpital. But you're not going to agree to everything. Right? People want crazy things. Patients ask me for, outrageous amounts of pain medicine all the time, and you have to say no. So when you have to say no, that needs to be clear, and it needs to be, it needs to be real. Don't make promises you can't keep. Ne faites jamais de promesses que vous ne pouvez pas honorer. Les patients peuvent être extrêmement déraisonnables. Encore une fois, il y a des patients qui me demandent de leur donner des quantités extraordinaires d'antidouleurs, ce que je ne peux pas faire. Alors, quand vous devez refuser, refusez clairement. So I include this term, the philosophy of yes. I don't know if this translates into Creole, but in the States, we have a saying, you catch more flies with honey than with vinegar. I suspect there's a similar Haitian Creole saying. And it's better to be able to say yes to the patient, to the things you can, than to say no. C'est toujours mieux de dire oui que de dire non au patient. Et c'est la philosophie du oui. Je ne sais pas si l'équivalent existe en créole, mais aux États-Unis, on dit qu'on attrape plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Alors, lorsque vous pouvez dire oui, vous dites oui, autant que possible. Verbal de-escalation doesn't always work. Sometimes we resort to physical de-escalation. I'm not sure what you guys do in Haiti. We do use physical restraints here, but we try to use the least amount of restraint possible. So if we can put padded mittens on somebody, that's what we would do preferentially. If we have to tie their arms down or their legs to the bed, then we would escalate to that. Bon, alors, la contention, parfois la désescalade n'est pas possible ou n'est pas efficace. Alors, à ce moment-là, on peut être contraint d'utiliser la contention. On utilise le moins possible. Si on peut s'en sortir avec des mitaines ou des moufles, on va le faire. Si on doit attacher les bras et les jambes, on va le faire. Mais on utilise toujours ce qui est le strict minimum dont on a besoin. We try not to use physical restraints and medical restraints, things like benzos and other kinds of sedating agents at the same time. We try to use just one or the other. Nous essayons d'éviter d'utiliser la contention
et la médication en même temps. On essaie toujours d'utiliser un ou l'autre. People are allowed to be angry, but they are not allowed to hurt themselves or other people. So it's only when somebody is a danger to themselves or others that we use chemical or physical restraints. Alors, les gens ont le droit d'être en colère, mais ils n'ont pas le droit de se faire du mal et d'en faire aux autres. The next few slides, I'm not actually, because I'd like to leave time for questions. I'm not going to go over in detail, but they basically list various benzodiazepines, antipsychotics, other kinds of sedating agents, and the data behind them as being helpful for agitated people. The fact is, any sedating agent will help because it's going to knock your patient out a little bit. But the golden rule is that you start at a low dose and increase the dose over time if it's not working, especially if the patient is about to hurt themselves or other people. Bon. Alors, les benzos et les antipsychotiques fonctionnent pour calmer la violence et l'agitation. Et vous commencez par des doses un peu plus faibles et vous augmentez avec le temps si c'est nécessaire. This is a sort of flow chart of what to do, including which medications to give, depending on how angry and violent your patient is. But I did want to leave time for questions. Bon, alors la dernière diapositive, c'était un diagramme qui vous montre les étapes pour prendre en charge les patients agités et violents. Je ne veux pas y aller en détail parce que je veux laisser du temps pour les questions. Si vous avez des questions, moi, je vous demanderai de les utiliser dans le chat parce que j'ai souvent du mal à vous comprendre. Il y a souvent comme de la friture sur la ligne, puis je suis obligée de vous faire répéter. J'imagine que c'est frustrant pour vous puis que ça vous fait perdre du temps. Sauf que là, je ne vois pas le chat. Bon, alors. I've asked them to use the chat for their questions because quite sometimes it's kind of a noise and I can't really hear what they're saying. And it's just, they're wasting their time and yours if I have to ask to repeat. Mm-hmm. They don't seem to be having questions so far. I will say that while questions are coming in or whether you guys just want a 5-minute break, I will just say that the last one of my last slides had a clinical pearl, something that I use all the time. So oftentimes when patients are angry or agitated, they're scary, and you need to get out of the room because you need to protect yourself. You're the most important person, right? Even more important than the patient in terms of safety, because if you get hurt, you can't help other people. So, and yet, when someone is acting in an erratic manner, sometimes it's hard to just leave the room. So oftentimes what I will say, I'll be right back, and I will leave, even if I have no intention of coming back. Bon, alors, voici une perle, si je peux dire. Lorsque les patients sont violents et agités, ça fait peur et ça peut être dangereux aussi. Et il ne faut pas oublier que le patient est important, mais c'est vous, le médecin, qui est la personne la plus importante parce que si vous êtes blessé, vous ne pouvez pas aider ce patient-là et vous ne pouvez pas en aider d'autres non plus. Alors, si la personne est trop agitée, sortez de la pièce. Et une des choses que je fais, c'est que je leur dis, je reviens tout de suite. Et je vais le dire même si je n'ai pas l'intention de revenir. It's an easy thing to say that makes you feel a little bit better, that you're not just leaving, and it makes it's less provoking for the patient.
c'est quelque chose que vous pouvez dire au lieu de seulement quitter la pièce sans rien dire, parce que ça serait, disons, ça pourrait, disons, enrager le patient encore plus. Mais lorsque vous dites ça, ben disons que c'est courtois. Ce n'est pas une insulte pour le patient, ça ne va pas contribuer à augmenter son agitation et sa violence. Et ça vous garde en sécurité. Bonjour à vous tous. Bonjour. Oui, et normalement, je vous remercie pour votre conférence et normalement, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, ma question, c'est que concernant, concernant ces syndromes NMS, donc là, vous nous avez dit que ça pourrait être causé par des médicaments ou parfois par des traitements donc, qu'on procure à nos patients. Mais là maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est que si le patient vient déjà avec des maux de tête, des migraines, des fièvres, et en ce moment-là, je lui prescris, disons, des médicaments pour soulager ces symptômes-là. Donc, comment je vais faire ou encore comment je vais savoir que ces médicaments-là vont causer ces effets secondaires qui sont le syndrome NMS ou encore le syndrome sérotonine, s'il vous plaît. He's asking how is he going to know which medication are going to cause the serotonin syndrome or the other syndromes you mentioned today? There are so many medicines that increase serotonin, not just psychiatric medicines. Antibiotics can do it, antiemetics can do it, muscle relaxants can do it, neurologic medications, and other medicines you wouldn't think of, chemotherapy, lots of medicines. So you just have to have a strong suspicion that the patient may be on too many or too much medicine, and then to think about a trial of either reducing or stopping some of those medicines. Bon, il y a énormément de médicaments qui peuvent provoquer ça, ces syndromes-là. Par exemple, il y a des relaxants musculaires, il y a des antibiotiques, il y a des antiémétiques, il y a des médicaments neurologiques, il y a de la chimiothérapie. Et ce qu'il faut faire, c'est de penser qu'il y a peut-être trop de médicaments. Une personne peut prendre plusieurs différents médicaments et ça peut être la somme de ces médicaments-là qui ont tous un effet, disons, par exemple, un effet d'augmenter la sérotonine et le fait d'être sur de prendre plusieurs différents médicaments qui ont cet effet-là pourrait être la cause. Carl Edward, do you have access to a database that will tell you about drug-drug interactions, like on your phone or a computer, like Lexicomp or something like that? Est-ce que vous avez accès à, peut-être sur votre téléphone, à un document qui va une base de données qui va expliquer les interactions médicamenteuses? Non, je n'ai pas. He says he doesn't. There are many programs online where if you just enter all the patient's medicines, it'll tell you what the drug-drug interactions are. There are so many interactions between medicines, it's not worth memorizing them. It's something that a computer can tell you. And it would be helpful for every single patient to run a drug-drug interaction check to see what some of the problems are regarding the medications that they take interacting with each other. Bon, alors, il y a plusieurs programmes en ligne qui vont vous donner les interactions médicamenteuses. Et ça serait utile pour chaque patient que quand vous prenez leur historique, que vous preniez note de tous les médicaments qu'ils prennent et les passer dans ces programmes-là que vous retrouvez en ligne, parce que c'est impossible pour un humain de se rappeler tout ça, mais l'ordinateur peut le faire.
Alors, si vous mettez tous les médicaments que votre patient prend et vous les entrez dans ce programme-là, vous allez avoir tout de suite toutes les interactions médicamenteuses possibles. Ça va vous aider beaucoup. Oui, mais là maintenant, ma question serait, est-ce que vous avez un programme ou encore est-ce que vous connaissez un site et sûr que je pourrais installer sur mon portable afin de pouvoir faire ça? Okay, so is there a site that you could Yes. give them the name so they could use? Oui. So on my phone, I have Hippocrates. It's free. It's an app. It's EPOCRATES. And you could look up drugs and get information about drugs, but it also has an interaction check button where you can fill in the medications that the patient takes and then ask the computer to basically run an interaction check. And that's what I use in my hospital. We have other programs that do that, but I find this is the one I know that's easy. Well, okay. Did you say IPOCRACES? It's EPO. EPOCRATES. OK. Alors, elle en a un, celui qu'elle utilise, et ça s'écrit EPOCRATES, Hippocrate. Et elle l'a sur son téléphone et c'est celui qu'elle utilise qui est très, très simple à utiliser. Vous pouvez reprendre pour moi, s'il vous plaît? EPOCRATES. OK. D'accord. It would be better to have it on your phone. Then you could just have it wherever you go around the hospital. Alors, si vous le gardez sur votre téléphone, vous pouvez l'utiliser en tout temps. D'accord, merci. De rien. I suspect we need to stop.